Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir sur scène votre modérateur, Constant Némalé, président Africa 24, Cameroun. Merci à tous de suivre ce panel sur les médias. Normalement, la tradition aurait voulu que je sois assis comme panéliste, mais l'injonction africaine du grand frère fait que Jean-Marie Colombani, qui est un modèle pour nous tous, m'a demandé de me mettre debout, parce que je suis le plus jeune du panel. Ce n'est pas pour dévoiler vos âges, hein, je vous rassure. Donc, je l'ai accepté volontairement. Porteur d'un fort potentiel, les médias impactent aujourd'hui tous les niveaux de perception de l'opinion publique. On parle des facettes économiques, on parle aussi des facettes culturelles. Quel rôle la communication mobile peut-elle jouer au moment où apparaissent de nouveaux acteurs dans les médias? Comment peut-on collaborer pour offrir des contenus attractifs et bâtir des stratégies de diffusion? Et il y a 5 ans de cela, avec un passé dans les différents médias en Europe, je trouvais que l'Afrique était en train de perdre une bataille, la bataille du contenu. Et je disais, nous avons peut-être la qualité de la matière première, mais nous sommes en rupture avec la matière grise que peut constituer le média comme vecteur, comme facilitateur, comme partage de richesses. 5 ans plus tard, on voit l'évolution. Africa 24 que nous avons créée est devenue une des chaînes d'information les plus regardées en Afrique. Mais aujourd'hui, ce saut du contenu va basculer vers une autre dynamique, la dynamique de la mobilité, avec la création de nouveaux outils, la dynamique du contenu et la dynamique de la vision. Vous avez devant vous des personnes qui, individuellement, ont, à chaque étape de leur parcours, été des références pour moi, d'abord, pour apprendre ce métier, mais aussi pour nous tous, dans la lecture et le regard quotidien. Ce sont ces personnes que je vais interroger, mais je pense que le plus important pour elles, ce sera de répondre à vos questions par rapport à ces enjeux sur les médias. Yves Bigot, directeur général de TV5. Alors, facilitez mon panel, comme je vais les présenter individuellement. Ayez l'indulgence de les applaudir bien fort pour le temps qu'ils vont passer avec vous. Yves Bigot. François Chignac, chef de projet éditorial d'Africa News. En réalité, j'aurais dû ne pas le présenter parce qu'Africa News va devenir un concurrent d'Africa 24 potentiellement. Mais je le fais de bon cœur parce que c'est un grand ami et est un très grand professionnel. Maître de la plume, maître d'un certain regard humaniste dans la signature éditoriale, vous le connaissez tous, Jean-Marie Colombani. Amina est un honneur pour l'Afrique. Et j'ai une détestation profonde, c'est quand on a toujours tendance à vouloir différencier le potentiel des femmes de celui des hommes.
puisque j'ai tendance à me faire manager par une femme. Donc c'est toute une fierté d'avoir Amina Gerba du groupe Expansion du Canada avec nous. Il a beau être un conseiller spécial du président de la République Macky Sall, il a beau être président du comité scientifique de ce sommet, dans l'ensemble des travaux que vous avez eus, il reste profondément porteur d'un ADN de journaliste, El Hadj Kassé. De notre pays, il porte un regard au quotidien, un défi au quotidien. Il est fondateur et directeur d'un hebdomadaire, Farad Yatta, du Maroc. Quand on regarde l'univers francophone aujourd'hui, parfois on a l'impression d'une domination outrancière des médias dits occidentaux, dits du Nord, que ce soit en télévision, que ce soit en radio. Mais les nouveaux et les nouvelles technologies, les nouveaux acteurs apportent une forme de diversité et de variété qui font que ces enjeux évoluent au fur et à mesure non seulement des technologies, mais aussi du talon d'Achille, les moyens et les modes de financement. Et chacun des médias aujourd'hui a sa spécificité. Et nous avons ici un panel qui va nous permettre de voir cette spécificité avec Yves Bigot. Donc TV5, j'ai tendance à vouloir dire on ne présente plus, qui a été la première signature non seulement d'une vision francophone, mais aussi d'une vision panafricaine, et le montre de plus en plus avec un développement de contenu très, très pointu. La télévision est un important diffuseur culturel et un vecteur aussi d'une forme d'éducation. Comment aujourd'hui, dans cet espace de la francophonie, Yves, vous arrivez à le matérialiser? À travers nos contenus, parce que, comme tu le disais, aujourd'hui, toutes les formes de diffusion existent, des productions, mais comme le disent les Américains, le contenu est roi. Et que ça soit sur des applications, et nous venons de lancer ici à Dakar il y a quelques jours notre application de notre web télé Afrique pour téléphone Android comme pour iPhone. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous mettons à votre disposition, que ça soit sur les chaînes de télévision linéaires traditionnelles, à travers les réseaux sociaux, à travers les web télé, à travers les applications pour téléphone intelligent. Ça, voilà, ça n'y change rien, c'est ça qui est essentiel. Nous sommes, tu l'as dit, un diffuseur culturel francophone multilatéral. Ça fait beaucoup de choses. Nous sommes un diffuseur culturel qui produit aussi une information multilatérale et indépendante, mais culturelle, c'est très important. Dans un univers qui devient pléthorique, y compris ici en Afrique, et le gagnant, c'est le téléspectateur, c'est l'internaute, c'est l'utilisateur des réseaux sociaux ici en Afrique, et donc c'est une bonne chose. Et à ce titre, nous sommes très heureux de voir la concurrence se développer ici en Afrique, parce que ce sont les Africains qui en bénéficient. Et nous, ça nous oblige à être meilleurs, à ne jamais nous endormir. Mais donc, nous diffusons, nous, des œuvres. En plus de l'information, des films de cinéma, des séries télévisées, des téléfilms, des documentaires, des magazines, des débats, des talk-shows. Nous faisons la promotion des artistes, des créateurs africains. Et nous la faisons non seulement ici en Afrique, à travers TV5 Monde Afrique, que dirige Denise Epoté, qui est au premier rang, que je salue bien sûr. Mais nous diffusons aussi ces œuvres, cette information, cette créativité africaine dans le reste du monde. Et donc, c'est notre travail, il se fait dans les deux sens. Il est à destination des Africains d'Afrique, il est à destination de la diaspora, mais il est aussi à la destination de tous les publics qui s'intéressent à la créativité et à la création, aux œuvres africaines. Alors, on est un diffuseur culturel, ça nous rend assez unique dans l'univers pléthorique des médias aujourd'hui, où, dans l'univers francophone,
nombre de chaînes de télévision internationales, en tous les cas, sont uniquement des chaînes d'information. Or, si on s'intéresse au sujet dont tout le monde parle depuis des mois, hein, qui est l'explosion, l'expansion annoncée de la population africaine et de la population africaine francophone, donc le rayonnement de la langue française, ce qui détermine le choix d'une langue, avant toute chose, il y a 3 vecteurs, on va dire. Bon, il y en a un, c'est l'emploi. S'il faut parler français pour travailler, on le voit notamment dans les pays du Golfe Persique, mais on le voit aussi de plus en plus au Nigeria, au Ghana. On veut apprendre le français pour pouvoir travailler, trouver un emploi dans l'univers francophone. Il y a évidemment et de manière totalement incontournable l'éducation, ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus, mais le 3e vecteur, c'est l'audiovisuel, c'est notamment la télévision, parce qu'on fait le choix de parler une langue, alors exclusivement ou en plus des autres langues, hein. Encore une fois, pour nous, comme pour la plupart, le français n'est pas un combat impérialiste, au contraire, hein. On est une langue en plus des autres, des langues qui peuvent être locales, nationales, vernaculaires, de communication, etc. Mais on fait ce choix de parler une langue parce qu'on adhère aux valeurs et à l'identité que véhicule sa culture. Merci Yves. François, il y a quelques mois, quand Euronews a annoncé le lancement, la création d'une chaîne d'information panafricaine. Pour moi qui ai initié une autre chaîne Africa 24, bien évidemment, j'ai été très attentif et j'ai surtout bondi lorsque j'ai entendu le premier discours d'un de vos promoteurs qui disait « Cette chaîne vise à apporter le professionnalisme en Afrique et la démocratie. » Et il n'existait pas de chaîne d'information. Je me suis demandé où il était passé depuis 5 ans pour se rendre compte qu'il n'en existait pas. Et c'est vrai que j'avais une forme de contrariété jusqu'à ta nomination, si je peux me permettre. Je me suis dit, si on amenait un hyper pro comme toi, qui quittait sa zone de Dubaï pour venir s'installer en Afrique pour diriger et créer cette chaîne, ça me rassurait. Mais en même temps, est-ce que ça ne faisait pas encore une nouvelle fois l'Européen qui vient donner sa leçon aux Africains? Ça ne va pas devenir une nouvelle chaîne qui ne sera pas non pas au service de l'Afrique, mais va se servir de l'Afrique. Donc, connaissant la différence que tu peux porter sur ces aspects, j'aimerais bien comprendre quelle est ta vision et quelle est la difficulté, quelle est la réelle difficulté quand on veut lancer une chaîne panafricaine. Tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir, merci de m'avoir posé cette question, Constant. Surtout que c'est un véritable bonheur de répondre aux questions d'un grand professionnel qui a lancé la première chaîne panafricaine en Afrique. Véritablement dirigée par un professionnel et qui aujourd'hui a des journalistes véritablement professionnels, une très grande télé qui fait un très bon travail africain. Tu as parlé tout à l'heure de concurrence et tu as annoncé Africa News comme une chaîne peut-être concurrence. La base de ma démarche, c'est l'humilité. Je ne vais être, moi, sur le continent africain, qu'un transmetteur de témoins. Ça veut dire que cette chaîne va être faite par des Africains, pour des Africains et dirigée par des Africains. Mon expertise africaine va permettre, avec des acteurs africains, publics et privés, de monter le projet éditorial de cette chaîne. Mais très sincèrement et en toute humilité, et je vous donne rendez-vous dans quelques années si vous le souhaitez, j'aurai transmis après le témoin d'Africa News pour que cette chaîne, véritablement, et pour que je sois en accord avec moi-même, et c'est de cette manière que je réponds à cette question, j'ai quelque part disparu de cette chaîne. Cette chaîne, c'est une chaîne panafricaine dirigée par des Africains pour des Africains. Voilà. Première question. Je vais revenir à la création d'Euronews. Euronews a été créée au lendemain de la guerre du Golfe. Euronews a été créée à la suite d'une vision unilatérale anglo-saxonne de la couverture de la guerre du Golfe. À l'époque, la seule chaîne de télévision internationale, c'était CNN. Nous avons créé Euronews, et Euronews a été créé sur ce postulat, avec une vision européenne de l'information. Demain, avec Africa News,
L'ambition d'Africa News, c'est de proposer une vision véritablement africaine et panafricaine de l'information africaine, mais de l'information internationale également. C'est la raison pour laquelle nous allons embaucher entre 40 et 50 journalistes. C'est la raison pour laquelle nous aurons un siège qui sera basé dans un pays africain, au Congo-Brazzaville, pour le citer puisque tout le monde le sait, mais avec des bureaux demain et des journalistes qui seront répartis sur l'ensemble du continent. Aussi bien à Nairobi, à Djobour, que demain un bureau à Dakar, à Djamena, à Kinshasa ou à Addis Abeba, avec véritablement des journalistes africains qui traitent une information africaine et qui traitent une information internationale. C'est à ce niveau-là, de cette manière, je réponds à ta question. Après, je crois qu'il faut recontextualiser véritablement ce débat. Nous sommes dans un sommet, un forum économique de la francophonie. Le challenge, excusez-moi d'utiliser un vocable anglo-saxon, mais ce qui challenge aujourd'hui Africa 24, ce qui challenge dans l'espace francophone TV5 Monde, ce qui challenge d'autres télévisions francophones, ce n'est pas Africa News, ce n'est pas les groupes francophones, ce n'est pas le secteur audiovisuel sénégalais, et Dieu sait si le secteur audiovisuel sénégalais est brillant. C'est véritablement le flagship, le vaisseau amiral de l'audiovisuel africain. Mais ce qui challenge aujourd'hui le secteur audiovisuel africain, ce sont véritablement les télévisions anglo-saxonnes. C'est CNN Africa, c'est Bloomberg Africa, c'est CNBC Africa. Et n'oubliez pas une chose, nous avons parlé de contenu tout à l'heure, et nous avons parlé de médias nord-américains. N'oubliez pas une chose, c'est le soft power. N'oubliez pas le concept de soft power, de contenu véritablement anglo-saxon qui inonde la planète et qui inonde ce continent. Nous avons eu des panélistes, il y a à peu près une heure, qui nous ont parlé de l'explosion des nouveaux médias. Je veux bien évidemment, il y a une nouvelle manière de faire de la télévision. Il y a une multiplicité des écrans, il y a un recours à de nouvelles plateformes, il y a Facebook, il y a Twitter, mais à qui appartiennent ces plateformes? Donnez-moi la réponse. À des groupes anglo-saxons. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans un forum économique de la francophonie, il faut travailler main dans la main, acteurs privés, acteurs publics, groupes privés, mais également groupes publics, pour proposer une vision et une transmission de l'information africaine par le prisme, visiblement, de journalistes africains et francophones. C'est ça le challenge véritablement qui nous attend. Et le deuxième challenge, ce sont les infrastructures. La problématique, vous savez, des médias est véritablement une problématique transversale. Toutes les discussions que nous avons eues depuis ce matin, véritablement, cette problématique est transversale. Faire une télévision, c'est une chose. La diffuser de la part de Paris, c'est une chose. Mais vous savez qu'aujourd'hui, créer une télévision et monter une télévision dans un pays africain, ce n'est pas si simple que ça. Je suis un journaliste, mon voisin est un journaliste, j'ai un grand journaliste à ma gauche, et vous êtes, pour majorité, des journalistes. N'oubliez pas une chose, c'est que depuis ce matin, moi, je discute avec des gens, j'écoute. Nous avons véritablement un problème d'infrastructure dans tous les domaines sur le continent africain. Il est le même, véritablement, pour le développement de grands groupes audiovisuels francophones sur le continent africain. Et c'est ça, le véritable écueil, à mon avis, que les grands groupes audiovisuels francophones devront relever. Très bien. Tu as parlé de ce regard des pays anglo-saxons. Donc, il y a quelqu'un, Jean-Marie Colombani, qui va faire la jonction, parce que grande signature, directeur du journal de référence Le Monde, il lance Slate Afrique, qui est une déclinaison de Slate.fr, qui est aussi une déclinaison de Slate, qui est d'abord un grand site d'information américain. Donc, Jean-Marie, quelle est la réflexion qui permet de construire cette logique pour arriver à créer Slate Afrique? Et pourquoi, après une énorme réussite au démarrage, Slate Afrique aujourd'hui ne semble pas avoir pris la dimension, l'envol que tu as rêvé de faire dès l'initiation du projet?
C'est tout à fait juste, ce constat est très juste. Je vais simplement redonner quelques éléments de contexte. À l'origine de ma démarche, il y avait, au bénéfice du journal Le Monde, que je dirigeais à l'époque, la conviction, disons au tournant des années 2000, que l'avenir des groupes de presse et l'avenir des journaux se construirait pour autant qu'ils soient capables d'élaborer et de mettre en place une stratégie numérique. C'est d'ailleurs ce que l'on voit aujourd'hui. Et je pense que de ce point de vue-là, Le Monde a été bien armé avec Le Monde.fr, qui est un succès, je crois, assez éclatant. Ayant quitté Le Monde, je n'ai pas changé d'idée sur le numérique et sur ce que cela allait représenter pour l'avenir des médias. Comme moi, je voulais continuer d'être actif et d'être actif dans les médias, j'ai donc entrepris de lancer Slate.fr. Pourquoi en référence à Slate.com? Parce que je pensais que après le premier âge de l'Internet, qui est l'âge dans lequel nous vivons toujours d'ailleurs et que nous continuerons à vivre dans cet âge-là, c'est-à-dire de l'information surabondante, de l'information instantanée, mais au quart de millième de seconde, on est informé à tout instant, à tout moment, l'information vient vers vous. Cette profusion, cette jungle ferait naître inévitablement, laisserait la place inévitablement à une demande éditoriale, une demande de qualité, une demande de recul, une demande de mise en perspective, une demande d'approfondissement, et qu'elle allait naître sur le net. Elle était née sur le net et elle se développait sur le net aux États-Unis, notamment à travers le modèle développé par Slate.com, qui est un site magazine totalement dédié à l'analyse, à la mise en perspective, à l'approfondissement, etc. Et je me suis dit, ce qui est en train de se produire aux États-Unis se produira inévitablement aussi en Europe, donc je vais essayer d'importer ce modèle. Alors ensuite, j'ai pu le faire uniquement parce que j'avais l'amitié de la famille Graham, qui était la propriétaire de Slate.com, et qui m'a donc aidé à lancer Slate.fr. Mais au départ, je ne savais pas si ce pari allait réussir. Étant entendu que ce que nous produisons, c'est nous-mêmes qui le produisons. Simplement, c'est le modèle, c'est-à-dire le modèle encore une fois, d'analyse, d'exigence de plus-value journalistique que nous mettons en ligne. Rencontrerions-nous une audience? Je ne le savais pas. On a rencontré cette audience. Elle est aujourd'hui jeune, surabondante, très abondante, et surqualifié. Donc ce pari-là éditorial a réussi. À un moment de ce parcours, je me suis dit, enfin nous nous sommes dit à Slate.fr que nous allions vivre des années Afrique et que, en effet, la nouvelle frontière, comme cela a été dit ce matin, était en train de surgir et allait inévitablement surgir. Et avec elle, un besoin parmi les jeunes élites africaines, encore une fois, de sites d'information qui reflètent leurs préoccupations, mais avec un objectif et une obsession qualitative, encore une fois, de mise en perspective, d'approfondissement, etc., de hiérarchisation, tout ce qui manque aujourd'hui dans l'univers de l'Internet. Et donc, on a lancé Slate Afrique. Le problème auquel je me suis heurté sur Slate Afrique, c'est un manque de moyens, parce qu'il eût fallu, pour qu'il prenne sa pleine vitesse, davantage de moyens pour organiser des rédactions un peu partout en Afrique, peut-être concevoir les choses sur le plan géographique un peu différentes, parce qu'il n'est pas évident de traiter de l'Afrique de façon transversale systématiquement, alors qu'il peut y avoir une identité Afrique de l'Ouest, une identité Afrique centrale, une identité Afrique de l'Est. Bref, toutes sortes de réflexions de cette nature, mais sur l'essentiel, il m'a manqué les moyens. Toute la journée, on a parlé investissement. Et on a parlé investissement notamment en Afrique avec des difficultés de mode de financement. Ces difficultés-là existent en France aussi. Et il est très difficile en France pour de toutes jeunes entreprises de passer du stade de la naissance et des 2 premières années qui montrent la pertinence d'un projet au stade du développement où là les fonds sont très difficiles à trouver, très difficiles à lever et encore plus lorsqu'il s'agit de médias. Donc je me suis trouvé un peu bloqué par cela et donc nous avons mis un petit peu Slate Afrique, non pas en veilleuse mais en repli, et nous en avons fait un simple site d'agrégation. Donc Slate Afrique aujourd'hui agrège tout ce qui surgit un petit peu sur la planète Internet africaine et offre cette agrégation. Dès lors que nous aurons d'autres moyens de financement, on repartira évidemment dans cette direction parce que je crois que ce qui est vrai aux États-Unis, ce qui est vrai en France, peut l'être tout autant en Afrique. Je rappelle que, bien évidemment,
on m'a mis un chrono qui permet de voir le temps qui reste. Je rappelle que vous devez préparer vos questions, parce que l'essentiel, c'est qu'on puisse y répondre. Donc, on va avancer un peu plus rapidement à ce tour de table. Amina, tu es fondatrice du groupe Expansion, basé au Canada, qui diffuse un journal mensuel sur l'Afrique. C'est l'apport et la contribution de la diaspora dans les médias. Et il y a plusieurs autres médias aussi qui représentent ces diasporas, comme Notre Afrique, Enjeux africains, et plein d'autres, même le groupe Jeune Afrique. Mais on a toujours ce sentiment que les médias de la diaspora basculent et sont à la recherche d'un équilibre. Est-ce que ce sont des médias politiques? Est-ce que ce sont des médias économiques où on ne voit pas forcément beaucoup d'économie? Quelle est aujourd'hui ta réalité, ta perspective face à un média qui veut défendre l'Afrique, mais est situé dans la diaspora, c'est-à-dire hors du continent? Je dois d'abord remercier les organisateurs de ce forum qui a très bien réussi. Bravo, Monsieur Attias. Et mon histoire, en fait, j'ai immigré au Canada comme beaucoup d'entre nous ici. Je suis allée au Canada pour étudier. Et je me suis rendu compte au Canada qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique, tout simplement. Parce qu'on parle des médias, il y a beaucoup de médias en Europe et en Afrique. Mais au Canada, les médias qui parlent de l'Afrique étaient ou sont toujours presque inexistants. Et quand on voit les médias qui sont là-bas, en général, c'est les médias effectivement qui font de la communication beaucoup plus politique. C'est des médias de l'opposition, comme on dit, parce que nous sommes toujours catalogués en tant que membres de la diaspora comme une diaspora politique, une diaspora qui s'exile. Donc, il fallait que j'apporte une réponse à cela. Personnellement, je ne suis pas journaliste, mais je suis l'épouse d'un journaliste qui a décidé de m'accompagner. Moi, j'ai fondé une firme de communication à la base. Afrique Expansion, c'est une firme de communication et qui publie effectivement les deux magazines, Afrique Expansion Magazine et Africa Trade Magazine, qui sont trimestriels. Donc, ces magazines-là ont un contenu beaucoup plus économique parce qu'on voulait absolument se démarquer de cette étiquette que nous avons en tant que membres de la diaspora, d'être une diaspora qui est révolutionnaire, qui rejette un peu les pays d'origine. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'était montrer que l'Afrique n'a pas que des dictateurs, n'a pas que des pandémies que nous voyons, mais l'Afrique est une Afrique qui se bâtit, est une Afrique où les gens se prennent en main et une Afrique où il y a des opportunités d'investissement. Donc, c'est vraiment un média qui fait la promotion économique de l'Afrique pour se démarquer de des médias qui font beaucoup plus dans le politique, et il y en a beaucoup qui sont dans le généraliste, c'est très bien. Mais au Canada, quand on regarde TV5, moi je suis bien contente de regarder TV5. Je pense que c'est le seul média qui parle de l'Afrique au Canada. On n'a pas la chance de voir Africa 24. On aura probablement la chance, après ce que je viens d'entendre, de voir non seulement Africa 24, mais Africa News, c'est ça. Donc c'est des bonnes nouvelles. Nous sommes dans la presse écrite et nous sommes également dans la promotion des investissements en tant que rapprochement économique à travers une plateforme que nous mettons en place tous les 2 ans au Canada. Donc, c'est important vraiment de créer du contenu, mais du contenu économique pour amener les gens qui veulent investir en Afrique. Les investisseurs canadiens, ils sont nombreux. C'est important de leur donner de la matière au niveau du contenu économique. Et c'est important également de les inviter, et j'invite ici nos dirigeants, s'ils sont dans la salle, de les inviter à venir. Nous organisons, nous, de notre côté, des voyages de presse dans les pays africains. Et c'est vraiment de la promotion économique essentiellement, parce qu'on pense qu'il y en a beaucoup qui font déjà dans l'économique et dans la presse que j'appelle opposante. Merci. Un autre aspect important est le Sénégal
est un laboratoire dans cette dimension. Vous avez pu le constater il y a quelques années, un certain nombre de chaînes étaient diffusées en hertzien, ici au Sénégal, des chaînes internationales, que ce soit TV5 ou que ce soit Canal+. Mais à côté, il y a eu un développement des chaînes locales, le groupe Sud Communication, le groupe TFM récemment avec Youssou N'Dour, Escaf avec Feu Ibrahim Benbass. Comment LHKC, vous qui êtes journaliste, même si vous êtes aujourd'hui conseiller du président de la République, comment on arrive dans cet espace vaste à préserver la notion de territoire? Comment quelqu'un qui a Fatick peut avoir accès à l'information de proximité? Je ne dis pas ça à Fatick pour le président de la République. J'aurais aussi pu parler de mes frères à Touba et autres. Comment on arrive à préserver un équilibre du territoire face à cette déferlante des médias de référence généralistes? Merci, cher ami. Il faut d'abord dire que le paysage médiatique sénégalais a connu une évolution extraordinaire. Jusqu'en juin 1995, nous avions une seule chaîne de radio, un seul ou alors 2 ou 3 quotidiens. Et à partir de cette date, nous avons connu une croissance exponentielle. De 1975 à nos jours, nous avons enregistré plus d'une douzaine de télévisions locales, autant de radios nationales, publiques et privées, évidemment, en sus de plus d'une centaine de radios communautaires. Et donc, la problématique de l'accès à l'information ne se pose pas en réalité ici. Et ce qui m'avait un tout petit peu, pas intrigué, mais en tout cas fait tilt, ce qui avait fait tilt, c'était qu'on parlait de contenu francophone à diffuser. Et je me suis dit, est-ce qu'au Sénégal, dans le paysage médiatique, on peut identifier un territoire francophone? La réponse coule de source. Parce qu'à part la RTS, qui diffuse une émission Parlons francophonie, pratiquement ou quasiment, dans tous les autres médias, c'est l'invisibilité, pour ne pas dire l'inaudibilité. Alors, maintenant, l'accès à l'information, c'est que les médias sénégalais produisent pratiquement à plus de 60% en Wolof, dans les langues locales. Même les productions en français sont systématiquement relayées dans les langues locales. La revue de la presse écrite, nous avons une quinzaine de quotidiens, ou même un peu moins de 20 quotidiens, généralistes et spécialisés, surtout en sport. Même cette presse-là, elle est relayée systématiquement en Wolof et dans les autres langues locales. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous assistons aujourd'hui à l'effacement entre l'écrit et l'oral. C'est un phénomène, je dirais même, de civilisation. Nous assistons également à l'effacement des frontières entre Dakar, qui concentre, c'est vrai, l'essentiel du paysage des ressources médiatiques du pays, et l'intérieur du pays, grâce de plus en plus au développement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'essentiel, par exemple, vous prenez TFM, ils sont déjà sur les réseaux mobiles, je crois Sud également est sur les réseaux mobiles, la RTS est sur les réseaux mobiles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'avons pas fondamentalement, en tout cas par rapport à l'information locale, des contraintes majeures. Par contre, l'essentiel de ces médias, en dehors du relais électronique, sont très peu diffusés. C'est-à-dire que ça dépasse très rarement la région de Dakar ou la région de Thiès. Alors, parce que je sais que vous avez des contraintes de temps, par ailleurs, nous avons noté un phénomène extraordinaire ces dernières années avec la révolution médiatique ou l'explosion médiatique, c'est que des producteurs de contenu ont émergé
aussi bien dans le domaine du théâtre, dans le domaine du conte, dans le domaine de la musique. Et le seul problème, c'est le passage d'échelle. C'est-à-dire ce sont des expériences pour le moment très limitées. Ce sont des expériences de taille très limite. Et malheureusement, ça se multiplie sans qu'il y ait des perspectives de regroupement pour passer à une échelle beaucoup plus importante et être créateur de contenu, non pas seulement localisé ou trop localisé, mais avoir l'ambition de dépasser les petites tailles pour une expansion, au moins au niveau francophone. Merci. Ça pose, merci Hélène, ça pose pour la dernière question de ce tour de table, et le chrono est pratiquement épuisé. Farhad, ça pose la question pour toi qui as la nouvelle tribune au Maroc, est-ce qu'on est dans une logique de coopération dans cet espace francophone ou dans une logique purement de concurrence? Oui, merci de me donner la parole. Puis, je voudrais d'abord remercier les organisateurs qui me permettent de rappeler que l'Afrique commence sur la rive sud du détroit de Gibraltar. Ça, c'est le premier point. Alors, moi, cette question, je vais répondre de façon assez abrupte. Pour moi, il n'y a pas d'espace francophone commun dans les médias. Il n'y a pas d'espace francophone. Pourquoi cette affirmation? C'est parce qu'on peut parler français, on peut écrire en français, on peut penser en français, mais il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de mise en commun des moyens, il y a une logique de profit, de concurrence, et vous venez de nous en donner l'exemple il n'y a pas 5 minutes. Vous êtes Africa 24, monsieur Africa News, vous allez tous les deux sur le même terrain pour faire du business, pas de la francophonie, et c'est vrai. Par rapport pour un petit hebdomadaire du Sud comme le mien, par rapport au Grand du Nord, on ne va pas contester la ligne éditoriale du Monde, d'El País ou du New York Times. Par contre, on n'acceptera pas tout de suite la ligne éditoriale, on ne croira pas à la crédibilité d'un média, d'un support, d'un journal, d'un portail africain automatiquement. Ça, c'est le premier point. Il y a une inégalité du rapport, y compris dans la francophonie. Deuxièmement, nous sommes en train de nous disputer pour des miettes, avec des outils obsolètes. Aujourd'hui, et vous le savez tous autant que moi, ce qui va vite, c'est le mobile, c'est le téléphone intelligent. Nos jeunes n'achètent pas la presse et ne regardent pas les sites premium, les sites où il y a du recul de la nazie. Ils regardent YouTube, et ceux qui arrivent à monétiser, ceux qui arrivent à gagner de l'argent, sont ceux qui font du trafic, qui font du clic. Alors, quel schéma, quel modèle, et qu'avons-nous comme alternative ? Moi, je pense que la première alternative, c'est de sortir de cette logique du profit étroit, de titres, de sociétés de presse, d'organismes de presse, pour un véritable espace francophone mutualisé. Que nous ayons accès à un certain nombre de programmes de la part des grands émetteurs, mais qu'aussi nous nous unissions d'une façon ou d'une autre pour imposer face aux géants. Parce qu'aujourd'hui, si on veut se développer sur Internet, qui est l'avenir, on est obligé de passer par Google, par Facebook, par Twitter, par YouTube &Co. Ces gens-là, il faut que nous soyons des players avec eux, il faut que nous soyons des acteurs. Aujourd'hui, nous subissons, nous recevons et nous relayons. Pas plus. Je vous remercie. Nous relayons, je vous dois... il paraît que la politesse est l'exactitude de roi, vous le savez bien. Donc je vous dois toutes les excuses possibles qu'on n'ait pas pu forcément prendre les questions de la salle. Le panel suivant, on leur présente aussi nos excuses. Je vais juste prendre 1 ou 2 questions et faire une réponse rapide et un dernier tour de table avec votre autorisation et avec mes excuses directes auprès des organisateurs en sachant que le délai est écoulé. Très bien. Monsieur, première question. Je vous vois, est-ce qu'il y a une autre question? OK. Je vais faire une petite différence. Il y a la dame derrière. Donc, on va équilibrer. Monsieur, votre question, et ensuite la dame derrière. Je suis Raman Okouferidi. Je dirige un groupe de communication qui a une radio et une télévision privée au Bénin, à Porto Novo. Je pense que l'un des points... J'insiste. Je veux une question, pas du tout de remarques. Non, une question. Permettez, monsieur d'Africa 24, permettez un débat à ce rendez-vous. C'est le cœur de l'espace francophone même ça. Tout à fait. Si nous ne sommes pas au rendez-vous de l'industrie des médias, je pense qu'il ne serait pas utile que nous engagions le débat. Et je voudrais que nous revenions sur la terre pour voir ce qui se passe.
l'espace francophone, c'est quoi? Qu'est-ce que nous produisons? Aujourd'hui, c'est une industrie. Si nous ne rentrons pas dans cette démarche d'industrie, nous allons être là des consommateurs. Nous voulons produire. Et il faut qu'on soit à la hauteur de la conquête du monde. Et c'est dans ce sens-là que moi, je voudrais qu'on attire, si on parle de l'espace économique aujourd'hui, les médias, il y a une réalité de l'industrie des médias. Et vous avez assez d'expérience pour savoir que voici un espace dans lequel il n'y a pas d'investissement. Et l'investissement à la hauteur des enjeux. Et c'est ça qui doit être notre préoccupation. On ne peut pas accélérer le développement dans un contexte si on ne tient pas compte de ce que représente l'industrie des médias. Il ne faudrait pas qu'on achète des programmes ailleurs et que nous ne pourrions pas produire et diffuser même l'information que nous utilisons dans nos chaînes de télévision, dans nos radios. Il faudrait qu'on soit à la hauteur de les produire et que nous prenions hâte et de contribuer à un espace francophone plus intelligent et qui permette d'investir dans ce sens. Je vous remercie. Si je veux synthétiser cette remarque-question, vous posez la question de la notion de l'investissement. Je rappelle que demain, soyez nombreux, il y aura des panels ici sur l'investissement. Bien évidemment, on fera ce point. La dame. Oui, madame. Petite question. Quel rôle des médias pour la promotion de la culture d'entreprise, de l'entrepreneuriat, puisque aujourd'hui, notre sommet porte sur les femmes et les jeunes, pour l'emploi des femmes et des jeunes. Merci. Très bien. C'était la deuxième question. Je vais prendre la question de ce monsieur devant et de celui derrière, et ce sera terminé pour les questions. Et on va répondre très rapidement. On va se donner 5 minutes pour répondre. Merci. Je remercie les panélistes. Je m'appelle Racine Talla, je suis le directeur général de la télévision du Sénégal. Moi, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on constate que de plus en plus les pays, ou en tout cas certaines cultures, partent de cette réalité pour davantage se redéfinir. On pose la question de la transition de l'analogique vers le numérique ou les nouvelles applications de la télévision qui effacent les téléviseurs classiques. On pose la question en termes de contenu. Mais je serais plus d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure et M. Chignac que c'est plus une question d'infrastructure. Pourquoi? Parce que le phénomène qui est en train de se passer est assez inquiétant. Regardez ce qui se passe en France. Aujourd'hui, les querelles, conflits entre AITV, entre CFI, etc., pour se partager le marché de l'information en Afrique. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des autres chaînes? Africa News va venir s'implanter, Africa 24 va venir s'implanter, avec peut-être des types de financement, je ne dirais jamais occultes, mais qui viennent d'où? Donc, c'est aux Africains aujourd'hui, pour ne pas être victimes de ce nouvel envahissement, d'investir dans leur propre pays, parce que la question de contenu n'existe pas. Si on veut réguler ou doper le marché de la production, il faut installer des industries de production, industries soft, industries légères pour permettre aux hommes de théâtre, aux hommes de cinéma, aux hommes même des médias de pouvoir produire de l'information et de l'envoyer en instantané. Donc je pense qu'il y a des paradigmes aujourd'hui à inverser. Parce que sinon demain, même mes amis de TV5 que j'aime bien, qui font du beau travail, mais dans le cadre du service public, et ils existent parce qu'ils sont soutenus par peut-être l'argent du contribuable. C'est pourquoi au Québec, on peut regarder TV5 avec plaisir. Mais sinon, les autres chaînes viendraient bousculer les programmes d'intérêt public pour changer les paradigmes même de perception du contenu. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, la dernière question pour ce monsieur. Oui, je l'ai écrite, excusez-moi, Christian Loussakweno, Top Congo FM de RDC. Je profite de la présence de TF1, Euronews et enfin des grands médias. Sachant que le développement part de la base, quelles seraient les pistes pour un contenu francophone sérieux dans des médias locaux ou internationaux où on retrouverait de la diversité, pas forcément du contenu élaboré du continent vers le continent et pas forcément de Paris, Bruxelles, Lyon ou Montréal. Pourquoi je dis ça? Récemment, ça je crois c'est fait au Ghana, pays anglophone, et pour la première fois en RDC avec Top Congo, une radio internationale, La Voix de l'Amérique pour la citer, qui émet aussi en français, a décidé, c'est une première, de nouer coopération avec un média du continent.
Top Congo envoie du contenu radio à la Voix de l'Amérique. Est-ce que, je vois Africa News, je vois TV5, dans l'espace francophone, ce serait aussi possible que du Bénin, j'ai entendu, de tous les pays, il y ait du contenu local à diffusion internationale? C'est ma question. Bien. Merci. Avant de donner la réponse aux panélistes, je vais m'autoriser 3 remarques. Je pense que la première remarque, nous devons faire attention, nous, Africains, d'arrêter de nous victimiser dans l'organisation et dans ce que nous voulons mettre en place. Quand moi, j'ai décidé de créer Africa 24, et je vais vous répondre par rapport à la notion de financement occulte, beaucoup de gens m'ont dit, mais non, il faut aller chercher l'argent à l'Union européenne, il faut aller chercher les moyens financiers à tel ou tel endroit. On m'a dit, surtout pas un pays africain, il ne faut pas qu'ils investissent. Bien, je suis l'actionnaire majoritaire, mais j'ai réussi à convaincre des pays africains, que ce soit le Cameroun ou la Guinée équatoriale, à investir. Et aujourd'hui, il y a d'autres pays africains, au bout de 5 ans d'expérience, qui suivent et qui sont prêts. Donc je pense qu'on doit se faire confiance d'abord individuellement. Regardez cette salle dans laquelle nous nous trouvons. Regardez cette conférence qu'on organise. Et il y a quelques années, on serait allé choisir une grande boîte européenne, on serait allé choisir un non-africain pour organiser. Mais ayons au moins l'humilité de reconnaître que c'est un Marocain, c'est un Africain qui organise cette conférence. Et il est devant vous, c'est Richard, si tu peux te lever, Richard Atias, qui est le producteur exécutif. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut vous poser des vraies questions et ceux qui sont là vont répondre. D'abord, la question du financement. Euronews décide de lancer Africa News. Cette chaîne va être implantée au Congo avec un financement d'Euronews, mais aussi un financement du Congo. Question simple. François, le délai étant dépassé, réponse simple. Comment s'est passée la demande de financement et est-ce que, contrairement à ce que j'ai entendu certains bien-pensants dire, même si j'y crois pas une seule seconde, est-ce qu'aujourd'hui, on est positionné dans une chaîne qui va être une chaîne de propagande pour le président Sassou ou le Congo ou une chaîne professionnelle pour l'Afrique? Merci pour cette question, Constance. C'est toujours un véritable bonheur de vous répondre. Je voudrais simplement faire un petit aparté. Je suis tout à fait d'accord avec le directeur de la RTS sur les investissements et les infrastructures. C'est une véritable problématique et je ne pense pas aujourd'hui que les Africains soient trop critiques envers eux-mêmes. Je pense, ce matin, Alain Juppé parlait d'afro-optimisme. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas être afro-pessimiste, tout cela est dépassé, mais il ne faut pas également être afro-optimiste, il faut être afro-réaliste. Et dire aujourd'hui qu'il y a un véritable problème d'investissement et d'infrastructure dans le développement des médias africains, c'est être afro-réaliste, et en l'occurrence, c'est aider le continent africain. Après, simplement, je vais répondre à ta question par une question. Où se trouve le siège d'Euronews? Brazzaville. Non. Euronews à Lyon, en France. D'accord. Est-ce que Euronews est une chaîne africaine? Non. J'ai répondu à ta question. Parfait. Est-ce qu'une chaîne française? Pardon, j'ai répondu à ta question. Est-ce que Euronews est Télé Hollande ou Télé Sarkozy? J'ai répondu à ta question. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le siège d'Africa News sera, par la volonté et par l'invitation et par les accords que nous avons passés avec Télé Congo, à Brazzaville demain. Mais nous aurons des bureaux, peut-être, et je l'appelle de mes voeux, demain à Dakar, après-demain à Kinshasa, qui sait à Joburg, à Nairobi, à Addis Abeba, à Djamena. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, le siège d'Euronews, et vous ne le saviez peut-être pas, puisque les gens ne le savent pas, fondamentalement, est à Lyon. Mais nous avons des bureaux à Kiev, à Moscou, à Washington, à Athènes, au Caire, et j'étais responsable du bureau de Dubaï, des Émirats arabes unis, pendant 2 années. Voilà, demain, vous oublierez que le siège d'Africa News est au Congo-Brazzaville.
Très bien. Par rapport à la dame qui a posé sa question derrière pour les 2 dernières minutes, la notion de la place de la culture dans ces différents programmes. Jean-Yves. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un sous-entendu, est-ce que l'Afrique a vraiment sa place dans ces médias francophones de référence? Je pense que la culture et les créateurs africains ont leur place partout dans le monde. On le voit aussi bien désormais dans l'art contemporain comme dans la mode, comme évidemment on le voit depuis déjà très très longtemps dans la musique, mais dans la BD. Je veux dire, l'Afrique, elle est partout aujourd'hui. En tous les cas, nous, à TV5 Monde, sur nos antennes, elle est extrêmement présente. Et comme je le disais tout à l'heure, pas uniquement sur TV5 Monde Afrique ou sur TV5 Monde Maghreb Orient, parce que le Maghreb fait partie de l'Afrique, mais sur l'ensemble de nos antennes. On a été d'ailleurs nous-mêmes les plus surpris quand on a lancé Africanité, notre magazine de société et culturel africain, de voir que le plus grand nombre de réactions d'internautes venaient des États-Unis, qui posaient beaucoup de questions et qui étaient fascinés justement par les sujets dont on leur parlait, des sujets de culture, mais des sujets de société, des sujets difficiles de société, les vrais sujets, aussi bien la polygamie, la sorcellerie, les tontines, l'homosexualité, etc. Alors oui, nous sommes un diffuseur culturel, nous sommes un service public, et je répondrai aussi à ce que disait mon ami Racine Talla tout à l'heure, c'est que nous investissons aussi, bien évidemment, dans la production africaine. Nous soutenons, nous finançons, à la hauteur de nos moyens, bien entendu, le cinéma africain, les séries africaines, des séries sénégalaises, certaines en cours de développement en ce moment, mais des séries burkinabées, des séries congolaises, des séries gabonaises aussi. On est là pour soutenir aussi un certain nombre de documentaires. On soutient les captations des concerts d'artistes africains, Manu Dibango, Alpha Blondy, Tiken Chafekoli, Youssou N'Dour, bien évidemment, etc. Donc oui, nous, en tous les cas, nous investissons. On était, par exemple, aussi les coproducteurs de Interville Côte d'Ivoire avec la RTI, et on travaille main dans la main également sur des questions même techniques, technologiques, d'infrastructures. Racine le sait, on travaille avec lui à longueur d'année, tous les jours, aussi bien ici à Dakar qu'à Paris, où il vient nous voir très fréquemment, avenue de Gragram à TV5 Monde, et on le fait bien entendu avec la RTS, mais c'est un travail qu'on fait aussi bien avec la RTB au Burkina, avec la RTI en Côte d'Ivoire, ou ailleurs, ou d'ailleurs avec la télévision algérienne, etc. Très bien. Répondre aussi à la question de Christian Loussakweno. On va terminer, j'ai envie de dire, avec le patriarche de notre panel, mais Jean-Marie, tu ne m'en voudras pas de te traiter de patriarche. Non, pas. Juste terminer sur ce point, il a parlé d'échange de contenu. Aujourd'hui, Top Congo va fournir des émissions à la voix de l'Amérique. Est-ce que Slate Afrique, est-ce que les grands médias aujourd'hui sont prêts aussi à prendre du contenu africain? De manière très courte, parce qu'on a complètement débordé ce temps. Et c'est sûrement la direction qui est en train de s'élaborer sous nos yeux. Moi, je vous laisse, puisque tu me donnes la parole, juste revenir d'un mot sur l'Internet, et notamment pour répondre à mon confrère marocain avec lequel je suis en total désaccord. D'abord parce qu'aujourd'hui, il faut bien que vous ayez en tête qu'il y a une limite d'âge. En dessous de 30 ans, les jeunes sont sur Internet. Ils ne sont ni sur la télévision, ni sur la presse écrite, ni sur rien. Ils sont sur Internet. Ils naissent à 15, 20 ans, ils naissent dans l'Internet. Donc il faut déjà avoir cela en tête. Ensuite, de faire des sites exigeants, analytiques, avec du recul, de la mise en perspective, ça convient aussi à un certain type de population jeune. Bon, la moyenne d'âge chez nous, elle est en dessous de 30 ans. Et donc, comme dans la presse écrite d'ailleurs, ou comme à la télévision, ou comme partout ailleurs, il y a une presse abondante, et puis il y a à côté une presse de qualité. Il y a des quotidiens dits populaires, et puis il y a des quotidiens de qualité, ou des magazines de qualité. Sur Internet, c'est ça qui est en train aussi de se mettre en place. Et par rapport à la logique du profit, c'est vrai que l'information est un marché, et que sur ce marché, tout le monde se dispute avec les règles de la concurrence que chacun connaît, et des règles nationales qui parfois limitent, même souvent et presque partout, limitent cette concurrence. Mais en même temps, si vous n'avez pas comme objectif, et si vous n'atteignez pas un seuil de rentabilité, vous cessez d'être
indépendant. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent pour se remplir les poches. L'objectif, c'est de gagner de l'argent pour payer des journalistes, pour qu'ils fassent leur travail de journaliste et pour qu'on puisse le faire de façon indépendante. Donc ne mélangeons pas tout et gardons bien en tête ces données qui me semblent basiques. Merci. Merci pour cette précision. Une nouvelle fois, on s'excuse d'avoir été un peu long sur ce panel. Merci pour tout. Et Racine, juste pour préciser, effectivement, par exemple, Africa 24 aujourd'hui, le plus grand nombre de son personnel est basé à Dakar au Sénégal et fabrique toutes ses émissions depuis Dakar au Sénégal. Et c'est aussi le signe d'une évolution de ce regard sur les médias. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse tout de suite avec le panel culture suivant. Merci. Merci, monsieur.